Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus à cette heure peut-être un peu, pas matinale, mais un peu tôt quand il commence à faire jour. Et la salle va continuer à se remplir. Et merci à la mairie du 11e arrondissement de nous avoir permis d'organiser cet événement, salle Olympe de Gouges. C'est un signe. Ce nom, à lui seul, résume ce dont nous allons parler aujourd'hui. En arrivant dans cette salle, vous avez vu dans l'escalier toutes sortes de citations de cette féministe avant que le mot soit proclamé, qui fut guillotinée en 1793. Une révolutionnaire de ces causes communes de l'égalité qui, à Mediapart, nous animent, qui sont, au fond, notre fil directeur, notre engagement. Il y a eu cette proclamation, un mois d'août 1789 en France, qui est un scandale et qui sera toujours un scandale contre tous les conservatismes, tous les immobilismes. Nous naissons libres et égaux en droit. Après la catastrophe européenne, après le crime contre l'humanité, après le génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe, cette proclamation est devenue celle du monde. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son article 1er, dit que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Nous savons tous que beaucoup d'États qui ont signé ce texte ne le respectent pas. Mais c'est un horizon, c'est un levier. C'est le moyen, comme c'est le cas depuis plus de 2 siècles, de conquérir des droits. Quand Olympe de Gouges est guillotinée, il y a la proclamation d'un début de République, mais il n'y a pas de droit des femmes, il n'y a pas de droit des esclaves qui n'ont pas conquis encore leur émancipation. Il n'y a pas de droits sociaux des travailleurs, des opprimés. La proclamation de l'égalité des droits, et c'est ce qui nous fait cheminer de manière infinie, qui nous permet de défendre les droits acquis, d'en conquérir d'autres et d'en inventer toujours d'autres. Face à cela, depuis plus de 2 siècles, nous avons des ennemis radicaux, sous toutes sortes de visages, et il y en a partout de par le monde. Ce sont ces pouvoirs, ces idéologies, ces mouvements qui défendent l'inégalité naturelle, qui pensent qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a des frontières, qu'il y a des dominations naturelles, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines, des identités, des croyances, des apparences, des sexes, des genres. Cet ennemi naturel, en France aujourd'hui, il redresse la tête. Ces mots sont présents dans le débat public, se banalisent avec des médias d'opinion qui diffusent cette idéologie de l'inégalité naturelle, cette idéologie qui est notre poison, qui peut ruiner tout ce que nous avons conquis. Et puis ces mots se traduisent aussi dans l'espace public jusqu'à la rue, nous l'avons vu ces derniers jours, ou dans une mise en scène qui montre bien de quel côté obscur ils sont. Nous les avons vus manifester samedi dernier et dire leur haine du genre humain, leur haine de l'humanité commune, sans frontières. Et puis, entre ces mots et entre ces provocations dans l'espace public, il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui passe sous la ligne de flottaison médiatique. Tout le reste dont vous n'entendez pas parler le plus souvent dans les grands médias. C'est ce que Mediapart, sur une idée de Lou Sira, a voulu documenter. Ça s'est appelé, et ça s'appelle toujours, les chroniques de la haine ordinaire. Tous ces actes relégués au rang des faits divers, de l'anecdote, qui ne sont pas mis en évidence, qui traduisent cette banalisation de l'inégalité naturelle, où ce n'est plus simplement le préjugé du café du commerce, du collègue de travail, mais où cela devient une force active, jusqu'à des forces politiques qui déclenchent des actes, des mouvements, comme on l'a vu à Callac en Bretagne, contre l'accueil des réfugiés, comme on le voit de plus en plus souvent dans notre pays.
Alors tout cela, Mediapart a voulu en faire un livre. C'est le premier titre d'une collection avec les éditions du Seuil, En quête de sens. Le prochain parlera de nos enquêtes, de nos investigations. Là, c'est La haine ordinaire. Ce livre, coordonné autour de cette idée de Lou Sira par Mathilde Mathieu, reprend plusieurs des histoires que nous avons racontées en les prolongeant par les commentaires, les analyses, les études de chercheuses et de chercheurs. Ce soir, nous allons voulu déplier tout cela et l'enregistrer pour que tous les lecteurs et les lectrices de Mediapart le voient et en faire un acte public pour dire non à ces haines ordinaires, pour leur dire qu'ils n'auront pas notre peau, que nous ne nous laisserons pas faire, que nous résisterons, que nous brandirons cet idéal commun qui nous rassemble dans toute notre diversité et nos sensibilités de l'égalité des droits, de la radicalité de l'égalité des droits. Et que nous dirons que ces idées-là, eh bien, nous ne débattons pas avec elles, nous les combattons, nous nous dressons contre elles et nous documentons les ravages qu'elles peuvent faire, nous documentons combien elles habituent au crime, combien elles habituent à la haine de l'humanité, combien elles propagent des idéologies qui sont meurtrières. Notre premier débat, qui sera animé justement par Mathilde Mathieu et Lou Sira de Mediapart, eh bien, va donner la parole aux victimes. Derrière tous ces gestes, victimes du racisme ordinaire, victimes de l'antisémitisme, victimes de l'islamophobie, victimes de la négrophobie, de la haine d'une couleur, d'une apparence, tous ces gestes qui disent l'ordinaire aujourd'hui dans notre pays, l'ordinaire de ces haines, l'ordinaire de cet adversaire que nous devons renvoyer dans ses cordes, dans les oubliettes de l'histoire et dire non à tenant de l'inégalité naturelle. Je passe la parole à Mathilde et à Lou. Merci d'être là ce soir. Merci Edoui. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette première table ronde. Edoui a déjà dit beaucoup, donc je vais faire court parce que l'idée est toute simple. C'est de donner la parole d'abord aux premiers concernés, aux premières concernées, à 4 victimes du racisme sous différentes formes qui ont accepté, et on les en remercie vraiment chaleureusement, de venir témoigner ce soir. 4 personnes qui sont présentes dans le livre « La haine ordinaire des vies percutées par le racisme », qui est désormais en librairie, qui ont accepté de raconter à leur manière ce que le racisme produit comme dégâts humains dans les corps. Hein. Dans le livre, on raconte aussi une histoire de lynchage qui a eu lieu dans le sud de la France et qui est digne des États-Unis des années 30, mais aussi ce que le racisme produit dans les esprits, dans les intimités, dans les parcours professionnels. Voilà, ce qui peut être aussi un empoisonnement du quotidien, sournois. Et donc, on va vous donner la parole d'abord à Yacine. Merci beaucoup, Yacine, d'être là. Ensuite, à Molima. Nous tairons vos noms de famille ce soir par souci de discrétion. Et puis à Jonas Pardo, merci aussi. Et à Laureline Underditzin, j'y arrive à le prononcer, élue de Calac, comme Edoui en parlait tout à l'heure. Et puis merci aussi à Magali Lafourcade. Vous êtes magistrate et secrétaire générale de la CNCDH. En 2 mots peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît cette institution indépendante, je dirais en 2 mots, Vigie des droits humains, hein, qui est accréditée auprès des Nations Unies et qui produit chaque année un rapport passionnant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Rapport intéressant parce qu'il évoque le chiffre noir du racisme, parce qu'il emploie des termes que d'autres rapports officiels sur le racisme n'emploient pas, comme l'islamophobie. On va parler de tout ça, mais Lou, je te laisse présenter notre premier invité. Du coup, c'est Yacine. Déjà, Yacine, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à tous. C'est intéressant de faire intervenir Yacine en premier parce que c'est déjà la première personne qui a accepté en fait, de nous répondre pour les chroniques de la haine ordinaire et qui sont donc reproduites dans ce livre. Yacine est du coup intervenu en personnage principal, si je puis dire, d'une affaire de rumeurs qui se passe dans un petit village de Haute-Loire. Pour vous présenter rapidement, donc, vous n'êtes pas encore quarantenaire,
précise. Vous avez 39 ans, très bien. Vous êtes originaire de Vesoul, en tout cas c'est là que vous avez grandi. Vous êtes issu d'une famille franco-algérienne. Votre papa était électricien, votre maman mère au foyer, c'est ça ? Vous venez donc d'un quartier populaire et vous avez explosé le plafond de verre, tout simplement, avec des études brillantes. Vous vous installez à Lyon quelques années après. Vous commencez un peu une carrière, pour ainsi dire, d'entrepreneur, plutôt successful. Et puis, il y a quelques temps, vous décidez de vous installer définitivement dans un village en Haute-Loire qui est très connu pour avoir accueilli des populations persécutées, d'abord les protestants, puis les républicains espagnols et les juifs. Un village qu'on qualifie souvent village des justes et qui est reconnu tel quel par les autorités israéliennes pour avoir sauvé des juifs. Voilà. Donc vous arrivez sur cette terre d'accueil pour y construire une grande maison, puisque vous avez de grandes ambitions immobilières. En tout cas, vous avez en tout cas une très belle villa en perspective. Et puis, il se passe que des rumeurs circulent à votre égard à partir du moment où vous mettez le permis de construire, sur la présomption de votre nom de famille et aussi sur le fait que vous aviez précisé que vous feriez une salle dédiée au culte dans votre maison, mais à titre privatif. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe après ? Merci pour ce résumé. En fait, effectivement, il a été étudié un permis de construire pour lequel, avant d'être déposé, les différents services de la direction des territoires ainsi que la commune ont validé, après 5 rendez-vous, l'architecture et les différentes dispositions techniques qui doivent être validées pour valider l'obtention de ce permis. Et ce permis a été validé par le maire un 19 juillet en toute régularité. Et après le dépôt et la validation de ce permis était, il n'y avait aucun problème. Voilà. Donc on avait tous les voyants ouverts pour pouvoir démarrer la construction comme une construction individuelle pour une maison standard, quoi. Et aujourd'hui, après, il faut se remettre... c'est avec beaucoup d'émotions que je me remémore tout ça. Il a fallu répondre à des attaques de certains habitants de la commune pour se justifier de la destination de cette maison qui était exclusivement un but... familial. Oui, voilà, but familial, une grande maison de famille. Grande maison de famille. Alors effectivement, avec des grands volumes, mais voilà, il n'y avait rien d'illégal à ce sujet. Et il a fallu se justifier jusqu'au jour où, voilà, un matin, on est venu mettre le feu à mon installation de chantier avec une connotation... voilà, où on a remplacé le panneau du permis de construire par ici, il va y avoir une mosquée. Et c'était très douloureux. Et puis ensuite, le maire a essayé de calmer les esprits et on a ensemble décidé d'essayer de répondre à ces inquiétudes et de présenter ce projet devant une réunion publique. Comme un peu aujourd'hui. Bon, il y avait un peu moins de monde. Ouais, et là, le public est bienveillant. Personne ne va venir vous poser des questions sur ce que vous allez faire dans la chambre à coucher, potentiellement, d'où vient votre argent, etc. Donc là, on n'est pas du tout sur le même. Donc voilà, pendant 2h30, il a fallu répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Et du coup, en pensant jouer la transparence et pouvoir répondre à toutes ces questions, je pensais qu'au final... j'allais pouvoir continuer dans un climat serein, alors que, à ma grande surprise, le maire a quand même décidé de retirer un permis qu'il avait lui-même validé. Et tout ça par la pression politique du secteur et de certains, enfin de quelques administrés, puisque c'était pas du tout la majorité.
si je peux résumer, rappeler ce qui s'est passé, parce que là, on rappelle votre arrivée au village et après la fin, entre guillemets, de votre histoire, une histoire d'ailleurs qui est tellement caricaturale qu'elle paraît être fausse, parce que c'est quand même l'histoire d'une personne étrangère au village, qui est certes un nom de famille à consonance étrangère, mais qui est juste en fait un étranger du village qui vient s'installer, qui fait l'objet de rumeurs pas possibles, et suite à ça, en fait, son terrain est cramé. Moi, quand j'ai appris votre histoire, puisque c'est comme ça qu'on a été amené à se rencontrer dans la presse régionale, j'ai entendu parler à minima de cette histoire et juste effectivement de la réunion publique où vous vous défendiez de ne pas être un terroriste, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est-à-dire que Yacine a fait l'objet de rumeurs le faisant passer pour un terroriste. On a prétendu que ses fonds venaient de l'étranger, on a prétendu que la piscine qu'il allait mettre en place allait servir de bassin d'ablution, on a prétendu que s'il avait un dôme potentiellement ou une verrière, que sais-je, dans sa maison, c'est parce qu'il y aurait une mosquée. On a prétendu qu'il allait faire une école coranique. Je m'arrête là, mais en fait, ça va beaucoup plus loin, et vous avez vécu frontalement toutes ces suspicions injurieuses, voilà, à connotation islamophobe en direct, puisqu'effectivement, vous êtes allé vous défendre de tous ces fantasmes, ce qui est quand même pas fréquent, parce que, comme pourront l'expliquer, peut-être on en parlera Molima plus tard, ou peut-être Jonas, c'est que c'est quand même très rare d'être confronté directement à des fantasmes aussi violents. Voilà, en l'occurrence, derrière Yacine se cacherait en fait un islamiste ou un entrepreneur haineux. Et du coup, vous pensiez, vous, en allant vous défendre de bonne foi, que ça allait suffire à éteindre les fantasmes, et non. Je précise au passage que Yacine n'a pas fait l'objet seulement de rumeurs dans le village, mais que ces rumeurs ont été non seulement relayées, et c'est pour ça que vous parliez du terme politique, ces rumeurs ont été relayées par des personnalités politiques locales et pas n'importe lesquelles. Je précise que la maire du Chambon-sur-Lignon, qui est un village, enfin une ville à côté de Saint-Georges où vous vouliez vous installer, que cette ancienne mairesse, qui est connue pourtant pour son investissement dans la mémoire de la Shoah, dans l'accueil de la persécution des Juifs, cette personne fait partie des gens qui ont appelé la presse en off. Allô, oui, je voulais juste vous dire, qui appelle les journalistes locaux, juste vous dire qu'il faudrait peut-être s'intéresser un peu à ce qui se passe sur ce terrain, parce qu'à mon avis, ça va être une mosquée, etc. Donc, c'est-à-dire que vous avez des responsables politiques, ou anciennement. En l'occurrence, il se trouve que c'est la mère du président de la région, en plus, Monsieur Wauquiez, donc ça donne une puissance encore plus forte à l'action. Cette personne a véhiculé les rumeurs. Ces rumeurs ont ici été reprises par l'extrême droite, dans des canaux assez traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a eu des articles sur Boulevard Voltaire. Ces suspicions qui étaient finalement à votre égard après ont tourné sur les réseaux sociaux, dans un schéma qu'on connaît assez fréquemment en ce moment, et qui aussi ressemble un peu à ce que vous avez vécu au niveau de Calac, et vous en parlerez, j'imagine, beaucoup mieux que moi par ailleurs. Mais du coup, en fait, tout ça vous a dépassé, et vous pensiez sur le terrain, de bonne foi, aller vous défendre, et vous êtes rendu compte à ce moment-là que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, toutes ces suspicions qui vous tombaient dessus étaient en fait... qui n'avaient rien à faire, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'ailleurs à quel moment vous êtes rendu compte que quoi que vous disiez, de toute façon, cette suspicion, ce poison de la rumeur resterait? Je suis à la fin de cette réunion, en fait, tout simplement, quand il y avait une ambiance assez malsaine qui s'était installée, avec une certaine violence verbale sur les différentes questions qui étaient posées, mais jusqu'à se justifier pourquoi tant de chambres, pourquoi une piscine à cet endroit du village, enfin voilà, d'aller se justifier sur des choses qui sont tout à fait normales, et en voyant l'attitude jusqu'à une personne qui est venue du fond de la salle et est venue s'approcher à 1 mètre de moi, me dit de tout haut, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette salle de culte, combien de personnes va-t-elle recevoir? Enfin, là, j'ai été totalement surpris. Alors, j'ai joué la transparence, voilà, ça a été mon erreur, pensant que je ne voyais pas le mal. J'ai une salle de culte de 15 mètres carrés. À tout va, ça va représenter 5-6 personnes. À titre privatif. À titre privatif. Ce qui n'est pas illégal. Qui n'est pas illégal, voilà. Qui est surtout très répandu déjà dans le village, sur d'autres types de confessions, mais qui a été justifié par le maire en disant qu'effectivement ça existe, mais
mais les autres habitants avaient décidé de ne pas jouer la transparence et que c'était des salles de culte non déclarées. Et de là où, malgré tout ce qu'on peut justifier, mais vous savez, quand vous êtes innocent, il y a un moment, vous êtes devant une cour, malheureusement, lorsque vous êtes innocent, c'est très très dur de trouver des arguments pour se justifier qu'on est innocent. Et au final, vous devenez fou. On rentre dans de la paranoïa en se disant, mais pourquoi je suis là ? Est-ce que c'est normal à 22h30 d'être devant une centaine de personnes un soir de décembre avec des gendarmes en civil dans l'enceinte, avec des personnes qui vous regardent. C'était lourd, c'était très très dur, surtout que 15 jours avant, vous avez subi un incendie criminel et qui... Est-ce que vous pouvez nous dire, Yacine, où en est ce projet aujourd'hui ? Donc ce projet, il est pour le moment suspendu. Donc, il a été annulé par le maire de la commune et on est devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a été saisi pour une annulation illégale et un retrait illégal de permis. Parce que, on a respecté les règles, on est quand même dans un pays de droit, et on a respecté toutes les contraintes, les dispositions techniques qu'il fallait pour que ce permis soit valide et régulier. Pour l'incendie ? Alors pour l'incendie... L'enquête judiciaire, oui. Oui, pour l'incendie, par contre, feuille morte, pas de... Juste pour préciser, ce qui n'a pas été dit très rapidement, vous avez fait aussi par la suite l'objet de lettres anonymes, enfin en tout cas il y a des lettres qui ont été postées, une pétition aussi qui a continué, c'est-à-dire en dépit de l'incendie, en dépit de la réunion publique, en dépit des procédures administratives lancées, vous avez fait aussi l'objet du coup encore de colibé et puis cette pétition. Pour continuer du coup, pour parler donc ma voisine de gauche, Molima, que l'on présente dans notre article comme Molima ou Caroline. Alors du coup, vous êtes né en 1988, parfait. Vous êtes né au Congo, ok. Vous êtes arrivé en 1994, non, 92. On a des doutes. Vous êtes arrivé en 92 en France. Votre histoire a été racontée donc dans le livre, vous la trouverez au titre Le Prénom. Molima, ça nous intéressait d'aller la voir parce que elle est entre guillemets le visage derrière un slogan politique qui a été rabâché pendant l'élection présidentielle concernant la francisation des prénoms, puisque pendant l'élection présidentielle, Éric Zemmour a mis en avant une idée lumineuse selon lui qui consisterait à franciser de force les prénoms s'il arrivait au pouvoir. En l'occurrence, il avait mis d'ailleurs en place, ses équipes avaient mis en place une espèce de logiciel où vous pouviez mettre votre prénom d'origine étrangère pour trouver l'évocation française. En tout cas, sa traduction française. Et donc, on est allé voir Molima, du coup, parce qu'en fait, elle a francisé. Vous avez francisé votre prénom en arrivant en France, en tout cas, quand vous étiez adolescente, au moment de votre demande de nationalité. C'était en 2002. Je précise aussi, à ce moment-là, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est une décision que vous prenez. Bon, vous êtes adolescente, donc c'est une décision très lourde sur votre identité, mais que vous prenez aussi en raison du danger politique de l'époque, qui est la peur de l'extrême droite frappe aux portes du pouvoir avec Jean-Marie Le Pen, le 21 avril. Donc vous francisez votre prénom, vous choisissez Caroline dans le calendrier. Voilà, et vous nous avez raconté en fait ce parcours d'effacement de soi, de cette identité, qui s'est réveillé assez récemment. Vous vous êtes rendu compte récemment que en fait tout ce que vous aviez cédé pour vous intégrer, entre guillemets, en tout cas pour vous effacer votre culture d'origine, tout ce que ça vous avait coûté. Donc vous, contrairement à Yacine, vous dites ne pas avoir fait l'objet de racisme physique, ou en tout cas pas d'atteinte aux biens, mais en tout cas vous nous racontez une forme de racisme dans le versant intime. Donc comment le regard de l'autre vous force à vous aménager des espaces pour éviter le racisme, ce que vous avez fait avec votre prénom. Pourquoi vous avez accepté, du coup, de témoigner aujourd'hui ? J'ai accepté parce qu'en fait, au moment où Lou m'a contacté pour l'article, il se trouve qu'on était en pleine campagne électorale toute dernière, et j'avais eu dans le même mois
2 discussions avec 2 hommes blancs qui, pour des raisons différentes, me soutenaient que le racisme n'existait plus. Et du coup, je me revois encore totalement... j'ai pas les mots. je ne sais pas, je ne comprenais pas et je me disais, c'est pas possible. Il y a un monde entre ma réalité et celle de personnes que je connais qui sont issues d'immigration et ce qu'ils me vendaient comme étant une France où on ne voit pas les couleurs, vous connaissez des arguments par cœur. Et je sais pas, et puis il y avait mon fils aussi pendant ces élections-là, mon fils a 8 ans, qui me demandait où est-ce qu'on irait et si on serait expulsé si Marine Le Pen passait au pouvoir. Et là, en fait, j'ai eu un ras-le-bol, en fait, un profond ras-le-bol parce que moi, le racisme ordinaire, je le vis dans mon intimité depuis que je suis petite. Je me rappelle de mon père qui était médecin, qui a tout fait pour nous intégrer, qui nous a donné de belles opportunités, qui n'a pas voulu me parler de lingala, la langue officielle du Congo, parce qu'il ne voulait pas que j'ai un accent en français. Et du coup, pour moi, à 4 ans, je devais déjà faire le choix, malgré moi, pour être intégrée, ne pas revendiquer cette langue qui est pourtant une très belle langue. Et j'en avais vraiment ras le bol, pour ne pas dire autre chose, qu'on nie, qu'on invisibilise ces micro-attaques, ces micro-regards de gens qu'on dérange. Quand je dis on, c'est moi qui peut déranger, parce que je ne rentre pas dans les cases, parce que je prends peut-être trop de place, parce que je me sens peut-être pas à mon aise dans un pays dans lequel j'ai grandi. Enfin, voilà, c'était tout ce ras-le-bol que j'ai voulu mettre dans ce témoignage. Et aussi, pour aller encore plus loin, mes 2 enfants sont franco-congolais, et j'ai vraiment envie de normaliser le fait que j'ai toute légitimité à être ici, mais pas juste de leur dire dans l'intimité, voilà, d'élargir le débat, et potentiellement de peut-être ne plus jamais entendre des phrases aussi stupides que le racisme n'existe pas. Merci. Et je vais passer la parole à Jonas Pardo. Vous témoignez, vous, dans le livre d'une forme d'harcèlement antisémite que vous avez vécu quand vous étiez étudiant en école de commerce et que vous avez rejoint... D'ingénieur, pardon, cliché. Et que vous avez rejoint la fanfare de l'école. Et je vais vous laisser raconter cette histoire. J'ai surtout une question sur pourquoi avoir décidé de témoigner, parce que votre démarche est un peu singulière par rapport à d'autres ici. C'est vous qui êtes venu à Mediapart, c'est pas nous qui sommes allés vous chercher. Vous avez décidé d'écrire une tribune que nous avons publiée pour raconter, je crois, 10 ans après les faits, ce qui vous était arrivé, après ce que vous avez appelé une forme d'amnésie traumatique. Je vous laisse raconter tout ça. Donc oui, c'est une enquête qui a eu lieu suite à un témoignage, donc cette lettre que j'avais appelée lettre du juif à sa harceleuse. Donc le juif, c'était le nom qu'on me donnait dans la fanfare. C'était comme ça que j'étais appelé dans toutes les fois où on faisait de la musique, et aussi on se voyait entre les cours, etc. Tout le monde avait un petit surnom dépréciatif. C'était un peu une culture comme ça de l'humiliation partagée, on va dire. Mais moi, c'était pas la façon de jouer ou quelque chose que j'avais dit, c'était le juif. Et bon, cette histoire, je l'ai vécue entre 2008 et 2009, donc il y a presque 14 ans maintenant. Et il s'est passé ce que j'appelle un coup du destin l'été dernier. C'est que j'étais invité à l'université d'été du Parti des Verts à intervenir en tant que formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Puisque, entre-temps, je suis devenu ça. Et quelques jours avant, en regardant le programme, je me rends compte qu'une personne qui est invitée, elle aussi, à intervenir en tant que porte-parole d'une association, elle faisait partie de cette fanfare et faisait partie vraiment des moteurs de cette dynamique de harcèlement que j'avais vécue. Alors j'ai un choc un peu. Je vérifie si c'est vraiment bien elle, etc. Et bon, c'est bien elle. Et puis, bon, à ce moment-là, je prends ma voiture. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je fais une marche arrière sans raison. Et je provoque un accident.
Et je suis moi-même choqué de ce que j'ai fait. J'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça. Et je me dis, je crois qu'il y a un rapport entre mon geste et ce qui s'est passé juste avant. Et voilà, c'était quelque chose qui m'était déjà arrivé dans le passé, donc j'explique dans cette lettre-là. Et l'université d'été se passe, donc je la vois, je ne la rencontre pas, je ne veux pas la confronter, je ne veux pas spécialement lui parler, mais je me dis que il faudrait quand même que je fasse un geste pour guérir quelque part. Alors, j'écris dans cette lettre quelque chose à la fin en disant, voilà, je t'écris finalement, parce que ça ne m'appartient plus. C'est quelque chose qui n'est plus à moi, je le dépose, et tu en feras bien ce que tu voudras, c'est plus mon histoire. Et c'est un peu une question que je lis voilà, c'est une bonne question. Pourquoi témoigner finalement ? Pourquoi témoigner ? C'est un risque. C'est s'opposer au déni, à la négation de ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans l'enquête qui a lieu dans Mediapart, où du coup la journaliste revient et interroge les plusieurs membres de la fanfare avec qui on était 13 ans, 14 ans auparavant, certains disent il ment. C'est pas vrai, il a tout inventé, il fait ça pour faire son intéressant, pour avoir la lumière, etc. C'est aussi le risque de s'enfermer dans une condition de réceptacle, finalement, de s'exposer, de dire la honte, de n'avoir pas pu se défendre, pas su se défendre, rester bloqué à un endroit de l'histoire, etc. Mais en réalité, c'est aussi un paradoxe. Voilà, on a beaucoup dit victime depuis tout à l'heure. Mais en vérité, je crois que en disant publiquement, en racontant l'histoire, quelque part, en disant qu'on a été victime, justement, on commence à en sortir. Puisque je l'ai été, ça veut dire je ne le suis plus. Il y a un geste de guérison, de transformation, en tout cas moi, c'est ça que ça a produit, et aussi peut-être de réparation. En tant que victime, quelque part, on offre une possibilité de transformation à l'agresseur, qui puisse lui-même sortir de sa condition. Bon, il peut la prendre, ne pas la prendre, ça c'est son choix. C'est pas non plus l'objectif premier. Et dans la lettre d'ailleurs, la personne à qui je m'adresse reconnaît tout. Elle reconnaît tout ce qui s'est passé. Et je dois dire quelque chose de paradoxal. Moi, en écrivant le témoignage, quand il y a eu l'enquête, je ne m'attendais à rien, évidemment. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle la lise spécialement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse. Je ne m'attendais à rien. Mais néanmoins, le fait qu'elle reconnaisse dans la lettre permet deux choses. Déjà, moi, un apaisement, comme a dit Yacine, de dire, mais je ne suis pas fou. C'est pas moi qui suis parano. J'ai bien vécu ça. C'était des actes de malveillance. C'est pas moi qui ai tout inventé. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était de mettre à jour finalement des mécanismes assez classiques. Ceux qui ont dit que j'avais menti, ils se trouvent d'autant plus ridiculisés du fait que l'agresseuse, une des agresseuses, elle reconnaisse. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est qu'elle dit même, d'ailleurs, quand Jonas est venu dans la fanfare, on s'est demandé s'il fallait l'accepter parce qu'on faisait déjà des blagues antisémites avant qu'il arrive. Donc c'est Pascal Pascallo qui m'a fait remarquer ça. Comme si quelque part, elle se rendait pas compte que elle a failli avouer que la fanfare était un club antisémite puisqu'on aurait pu y refuser un juif. Ça s'est pas passé, mais elle dit on l'a envisagé. Et enfin, je dirais la dernière raison, c'est on témoigne pour les autres. Parce que moi, cette histoire, je l'ai oubliée, vraiment oubliée. C'est quelque chose qui m'est sorti de la tête. À l'époque, je n'avais pas mis les mots de harcèlement antisémite dessus. C'est que 10 ans plus tard, donc il y a 4 ou 5 ans à peu près, en lisant un témoignage justement d'une étudiante en fac de médecine et qui racontait qu'elle était victime d'un harcèlement antisémite en fac et qu'elle essayait de porter plainte, mais que les policiers lui refusaient sa plainte. Donc, et en la lisant, je me suis dit, mais moi aussi j'ai vécu ça. Et c'est qu'à ce moment-là où j'ai posé des mots, j'ai commencé à en parler, et on va dire ce processus de guérison a permis ça. Voilà, donc quelque part, on témoigne aussi donc pour les autres. Voilà. Et Jonas, comment vous expliquez avec le recul que
à l'époque, vous n'ayez pas saisi voilà, la gravité, la nature du harcèlement que vous subissiez, ou comment vous l'expliquez aujourd'hui? Eh bien, bon, c'était quelque chose de non réfléchi. Finalement, ce qu'on vit, quand on le vit sur le moment, si on n'y est pas préparé, si on n'est pas formé, si on n'est pas armé, on peut passer à côté. Dans le cadre de cette fanfare, c'était une ambiance générale. Dans le texte, certains disent, enfin dans l'enquête, il y en a un qui dit « c'était une ambiance potache à la Charlie Hebdo ». Donc tout le monde joue à la culture du plus trash. Qui c'est qui va faire la blague la plus transgressive ou soi-disant transgressive, la plus glauque, etc. Et donc, quelque part, je pense que moi-même, c'était une sorte de médiation, une sorte d'attitude que j'avais pour préserver un statu quo. C'était de dire, bon, c'est comme tout le monde, quoi. Tout le monde en prend pour son grade, finalement. Voilà. Merci Jonas, et je vais passer la parole à Laureline. Bonsoir. Vous vous êtes retrouvée la cible de militants d'extrême droite qui se sont mobilisés dans votre bourg de Bretagne contre l'ouverture d'un centre d'hébergement pour réfugiés. Alors, c'est pas exactement... Bonsoir à tous. Acalac, Centre-Bretagne, c'était pas exactement un projet CADA. C'était plutôt un projet... Le projet s'appelait le projet Horizon, mené par un fonds de dotation, qui avait pour but d'insérer professionnellement et insérer dans la société des personnes étrangères, réfugiées, donc BPI, bénéficiaires de la protection internationale. Donc c'était pas du tout un projet de charité, hein, c'était plutôt, nous, dans notre centre Bretagne, on a une population vieillissante, il nous manque de bras, clairement. Hein. Aujourd'hui, on cherche un plombier, on attend 18 mois. On a besoin d'avoir des bras pour travailler, donc pour nous, notre optique était la suivante, accueillir des réfugiés. C'est une chance pour nous, pour Calac, pour redynamiser notre centre Bretagne. Donc ça, c'était le postulat de départ. À partir du moment où on a émis l'idée qu'on accueillerait des réfugiés, on en accueillait déjà une quarantaine. Ça se passe très bien d'ailleurs. Toujours là, on en a accueilli de nouveaux depuis. À partir du moment où on a eu cette idée-là d'accueillir des réfugiés, la peur de l'autre s'est installée. On a eu clairement un mouvement de xénophobie, relayé au local par des descendants de ce qu'on appelait autrefois les Breizatao, c'est-à-dire des partis nationalistes bretons qui collaboraient avec le régime de Vichy, on en a encore malheureusement. Et ensuite, on a eu aussi la malchance de tomber dans le même timing que l'Élysée. Rappelez-vous, en mois de septembre, lorsque, voilà, dans le discours de rentrée au préfet, aux ambassadeurs, le président Macron demande que les territoires ruraux puissent accueillir également une population réfugiée. Nous, voilà, évidemment, on avait un projet en optique. À partir de ce moment-là, le parti Reconquête a clairement identifié Calac comme le totem à décrocher, c'est-à-dire exactement l'exemple de leur théorie du grand remplacement, africanisation de nos campagnes, etc. Et à partir de ce moment-là, nous avons eu 2 manifestations. Alors, on est habitué aux manifestations des agriculteurs, hein, bon, des manifestations fascistes, néo-nazis, un peu comme celles que vous avez vécues hein, la semaine dernière. Nous, on en a vécu 2, mais nous, on a 2200 habitants à Calac. Hein. Vous comprenez, le tiers de la population a plus de 70 ans. Voilà, ça fait énormément de mal. Énormément de mal. Nous, en tant qu'élus, je suis élue, donc je suis adjointe au maire à Calac, on se doit de ne pas plier, jamais. Les maires ruraux, vous savez, il y a 36 000 communes en France, 36 000 maires, eux, ils sont au quotidien, voilà, ils sont sur le terrain, on les appelle n'importe quelle heure de la nuit, bref. C'est le dernier rempart. Voilà, nous, on ne doit certainement pas plier. J'étais en charge de ce projet Horizon, donc forcément, la personne, vous savez, c'est comme au rugby, hein, devant la mêlée, la personne à abattre, voilà, c'était moi. Et donc, comme je ne pliais pas, je ne cédais pas 1 centimètre, ils ont décidé de jeter l'opprobre, d'atteindre à ma personne, par le biais des réseaux sociaux, et notamment un site bien connu, malheureusement, Riposte Laïque. Alors, une enquête est en cours, évidemment, il y a eu plusieurs plaintes déposées.
dont des menaces de mort depuis plus d'1 an, sans suite pour l'instant, mais bon, l'enquête est en cours, c'est pas encore clos. Donc depuis 1 an, nous sommes victimes donc, de menaces de mort, de menaces de viol collectifs, des incendies, aussi de poubelles auprès de nos maisons. Bref, au mois de janvier, le maire a jeté l'éponge. C'est-à-dire que le maire a reculé face à ces pressions fascistes, ce qui est une erreur impardonnable aujourd'hui. Vous avez vu également à Saint-Brévin-les-Pins, là par contre c'est un CADA, centre d'accueil qui est en question. L'incendie, ce n'est pas une menace, mais c'est vraiment... ça a été vraiment... ils ont incendié les voitures, les maisons, comme Yacine le présentait tout à l'heure aussi. Ils sont passés à l'action. Mais jusqu'à quand aura-t-on cette impunité? Nous connaissons les auteurs de ces articles-là. Nous savons exactement, nous pouvons les identifier. Comment des personnes qui incitent à la haine, clairement, qui incitent à la haine raciale ou qui incitent à la haine à l'encontre des élus qui sont engagés, comment ces gens-là peuvent encore vivre dans l'impunité la plus totale? Il faut que la terreur change de camp. Des gens qui installent un système de terreur comme ça au local, à tel point que des maires engagés se sentent complètement désarmés, seuls, soient obligés de reculer, ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Et Laureline, quels sont les slogans que vous avez vus dans les rues de Calac? Parce qu'on le sait, cette théorie raciste, complotiste du grand remplacement, c'est une combinaison de racisme anti-maghrébin, mais aussi d'antisémitisme, puisque la théorie voudrait que ce soit des élites juives qui soient aux manettes de ce grand remplacement. Je caricature, une pensée très caricaturale, mais c'est... Et donc, qu'est-ce que vous avez vu dans les rues de Calac? Comment ça s'est déployé? Comment ça s'est traduit? Je crois qu'il y a eu des tags, des slogans dans les rues. Oui, exactement. J'avais pas précisé cette notion-là. Le projet de Village Horizon est un projet qui est mené par un fonds de dotation qui a à sa tête la famille Cohen, donc, qui travaille déjà autour de l'agroécologie et de la scolarisation à Madagascar notamment. Donc, le 3e volet du fonds de dotation était finalement l'insertion des personnes réfugiées en France. Cohen, famille d'origine juive, oui, nous avons également eu des tags antisémites à Calac. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Calac, il y a 10% de personnes d'origine étrangère. Oui, on a 1 heure de Roscoff, donc on a le ferry, énormément d'anglais, énormément d'irlandais. Je suis enseignante, moi dans mes classes, on a 7 nationalités. Aucun problème. Le mot racisme, on ne le connaît pas. Et là, de voir des tags antisémites, rédigés en plus en breton, on a vraiment cru être sur une autre planète. Du jour au lendemain, on a une poignée d'individus qui sèment la terreur dans un petit village paisible, tranquille, mais très accueillant. En 1936, on a eu quand même 100 Espagnols républicains qui sont arrivés à 10h du soir. Le maire de l'époque a demandé combien de lits vous avez dans les maisons, on les accueille. Et certains, ils vivent toujours, enfin les descendants évidemment, ils vivent toujours. Donc on est vraiment une terre d'accueil. Là, de voir des tags antisémites, mais voilà, ça paraît complètement... Et ce que vous disiez tout à l'heure, Laureline, c'est que vous êtes sentie lâchée par les autorités? Absolument. Par un certain nombre de responsables politiques aussi. Alors, il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes, qui sont en cours. Peut-être qu'elles déboucheront, mais en tout cas, du côté de la préfecture, dites-nous quel soutien vous avez eu ou non. Ou non, ça va être surtout ou non. Je n'ai aucune difficulté à le dire, voilà. Certains préfets sont des personnes honorables. Jean Moulin était bien préfet, on est d'accord? Voilà, nous avons un préfet en Côte-d'Armor qui a clairement, volontairement retiré notre fiche action de projet Horizon. C'est-à-dire qu'il s'est permis de retirer un projet qui a été décidé par un conseil municipal souverain. Voilà, ça se passe en France. C'est quelqu'un qui minimise les actions de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui accepte, qui autorise aussi à Calac, en date du 5 novembre, une manifestation d'extrême droite déposée par une personne qui a déjà été condamnée pour apologie du terrorisme. Rien que ça. Et donc ça, c'est accepté. C'est quelque chose qui me paraît
complètement ubuesque. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais me tourner maintenant vers vous, Magali, parce que après tous ces récits, on a envie de vous demander un peu des chiffres. Est-ce que c'est possible de quantifier, d'objectiver ce phénomène du racisme en France? Qu'est-ce qu'on sait des chiffres, du nombre de plaintes déposées? Et expliquez-nous ce que vous appelez le chiffre noir à la CNCDH. Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais remercier à tous ceux qui ont eu le courage de venir témoigner, parce qu'on le sent, même on le sent dans leur expression physique, c'est un effort. Et bravo à vous d'être venus écouter la parole de victimes. Parce que moi, je vais vous parler des chiffres, je vais vous parler des perceptions aussi, mais clairement, il faut voir que ça s'incarne dans la chair, dans l'intimité, dans une singularité d'une vie, mais qui renvoie en fait à l'universalité de la famille humaine. On est dans une histoire très longue, une histoire du racisme. On voit aussi la cohérence de la haine, c'est-à-dire quand vous n'aimez pas les juifs, vous n'aimez pas non plus les musulmans, vous n'aimez pas non plus les femmes émancipées, vous n'aimez pas non plus les homosexuels. On voit qu'il y a une cohérence en fait, et vous n'aimez pas non plus, ça on l'objective dans nos études, une origine qui n'existe pas. On teste ça également avec un pays qui n'existe pas. Donc déjà, on peut voir à travers tous ces témoignages et aussi les propos introductifs d'Edoui Plenel qu'il faut d'abord lutter sur l'ordinaire, sur l'agissement de base, car si on ne le supporte pas, si on s'inscrit contre ces agissements, on évite après les meurtres. Donc c'est une pyramide. Si on ne tolère pas ce qu'il y a au départ, on tolérera encore moins l'échelon au-dessus, puisqu'il y a une gradation qu'on peut évoquer. Avant d'évoquer ces chiffres-là, je voudrais quand même dire aussi que j'étais très touchée par ce qu'a dit Molima sur le fait qu'on n'a pas forcément envie dans la vie d'être distingué par une caractéristique qu'on vous renvoie tout le temps. Et que ça fait des traumatismes de voir que ça se répète. On sent bien dans ce qu'a dit Jonas à quel point c'était bouleversant, à quel point il y a eu tout un travail de conscientisation, et qu'aujourd'hui, Jonas, quand vous venez témoigner, c'est parce que vous vous rendez compte que votre histoire percute une histoire plus large que vous et que vous voulez penser aux autres. Alors après, je pourrais réagir à chacun de vous, mais je voudrais vraiment aussi vous donner quelques chiffres. Alors déjà, l'échec de la justice, je pense qu'on peut en parler de manière très claire. On a des études de victimation. Donc les études de victimation, c'est 1,2 million. Donc c'est l'INSEE, l'INED, le ministère de l'Intérieur, l'ONDRP qui font ces études-là. 1,2 million de personnes qui se disent, c'est de l'autodéclaration, victimes chaque année d'une atteinte au moins raciste, antisémite, xénophobe, etc. Donc c'est une déclaration où les gens se perçoivent comme ça. C'est déjà pas si évident de se percevoir parce qu'on a tendance souvent, ce qu'a fait d'ailleurs, ce qu'a très bien dit Jonas, à dégrader le fait en se disant non mais c'est pas si grave, c'est de la blagounette, c'est une ambiance. Donc déjà, arriver à conscientiser qu'on est victime d'une atteinte, c'est déjà un pas vers le fait de bien nommer les choses. Ensuite, quand on regarde le nombre de plaintes, il y a un écroulement complet. Or, ce qui passe dans les tuyaux de la justice, c'est seulement ce qui passe à travers la plainte. Or là, entre les mains courantes qui font que les gens pensent avoir fait leur devoir en allant dénoncer des faits, et en fait, le fait qu'elles ne sont pas transmises à la justice, donc la justice n'en a pas connaissance, et puis tous ceux qui ne vont pas déposer plainte, pour plein de raisons, parce qu'ils ont peur des représailles. Le contentieux raciste, c'est un contentieux d'invective, c'est un contentieux de proximité. Et donc, beaucoup peuvent avoir des craintes. Et puis, il y a un sentiment de salissure qui est très profond, qu'on a très bien entendu là, je trouve, qui fait que c'est difficile aussi d'aller faire cette démarche. Et puis, il y a un problème aussi de rapporter la preuve, parce que souvent, c'est des petites choses. C'est ce que vous disiez, Molima, tout à l'heure, sur le fait qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais alors arriver à l'objectiver, c'est hyper difficile. Donc déjà, il y a une difficulté à la plainte. Et ensuite, à la fin du processus, on a à peu près un peu moins de 1000 condamnations par an. Alors ça, c'est tout le contentieux, c'est-à-dire le fait, par exemple, le délit ou le crime
aggravé de la circonstance de racisme, comme le contentieux verbal de l'injure à caractère raciste, public ou non public, la diffamation, l'incitation à la haine, etc. Donc il y a ce qui relève du droit de la presse, et, enfin, pas au sens du journalisme, mais de l'oralité ou du verbal par Internet, par exemple. Et puis il y a ce qui se passe dans l'espace physique en aggravation d'autres infractions de droit commun. Et donc sur ces 1000, on peut observer un peu plus à la loupe, et on s'aperçoit que si on sort le contentieux raciste par rapport au contentieux général, tout le reste, on s'aperçoit que finalement, ces affaires racistes sont plus classées sans suite que les autres affaires. On s'aperçoit aussi que quand elles sont poursuivies, il y a plus d'alternatives aux poursuites, ce qui peut se comprendre parce qu'il peut y avoir un enjeu pédagogique, mais encore faut-il qu'on soit sûr qu'on atteint l'objectif. Et on a finalement très peu de retours sur l'efficacité de ces procédures-là. Donc on a quand même un paysage au niveau judiciaire où on nous dit que c'est une priorité de lutter contre le racisme. On voit à quel point c'est déstructurant d'une société, que ça va à rebours de l'histoire française qui a refusé en 1946, au moment de la 4e République, puis en 1958, d'avoir un référentiel ethno-racial. Et donc, en disant « je ne vois plus les couleurs, je ne vois plus race, origine, religion », ce triptyque insécable de la Constitution française, toujours dit à la forme négative, parce qu'on ne veut pas rentrer dans l'argutie de savoir qu'est-ce qu'un juif, puisque c'était ça, les lois de Vichy. On a une histoire extrêmement forte, et on voit qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qui a été décidé en 1958 quand on a fait la 5e République. Sur ces chiffres et sur 1,2 million d'atteintes déclarées versus à peu près 1000 condamnations par an, peut-être Molima ou Yacine, est-ce que vous voulez dire un mot sur ce que vous attendez aujourd'hui des autorités, notamment de la justice, dans la lutte contre le racisme, du degré de confiance que vous avez ou non dans l'institution judiciaire? Est-ce que vous estimez, vous avez le sentiment que sont des difficultés auxquelles se heurte la justice ou des défaillances systémiques? Comment vous regardez ces chiffres-là? Ouais. Alors moi, j'ai pris mon parti. Pour moi, clairement, ça ne viendra pas d'en haut. Quand Magali disait, par exemple, qu'on a du mal à aller objectiver des micro-agressions, des micro-expressions, mais on sent bien, quand je suis, par exemple, en boulangerie, et que je vais acheter mon petit pain dans un quartier populaire de Lille et qu'il y a 3 vieux dans la boulangerie qui ne sont pas contents parce qu'une dame noire, libre, fait sa vie et va acheter son croissant un samedi matin, et qu'il y a des regards qui se tiennent comme ça. Genre, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment c'est compliqué de croire que la justice va... Et en plus, là, ma résolution est prise, mais j'ai quand même foi en l'humain, et du coup, je me dis que qu'en disant ma vérité et en arrêtant de croire que c'est moi qui suis folle, parce qu'on m'a dit ça aussi, souvent les 2 personnes qui m'ont dit que le racisme n'existait pas, elles m'ont dit que j'en faisais trop, que c'est moi qui avais une mauvaise image, etc. Et tant que je reste, moi, ancrée dans ma vérité, je sais ce que je sais, je sais ce que je vis, et je ne me rends pas petite, je ne me tais pas, j'ai bien l'espoir de pouvoir planter des graines comme ça. Je rebondis sur cette expression de foi en l'humain pour vous demander, Magali et Lafourcade, à la CNCDH, si vous avez, je crois que oui, un instrument qui permet de mesurer l'évolution du niveau de tolérance en France, parce qu'on a l'impression que les choses s'aggravent ces derniers temps, et la campagne présidentielle vraiment nous a donné une image terrible du débat public. Et pourtant, l'indice de la tolérance, je crois que vous avez construit, montre plutôt une amélioration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui peut sembler paradoxal? On peut tout à fait porter un message d'espoir ici. C'est d'abord, si on regarde sur le temps long, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près la moitié de la population française qui croyait en l'existence de races et à une hiérarchie entre elles. Donc c'est la définition du racisme. Aujourd'hui, on est à 5,6% de gens qui pensent ça. Et donc c'est toujours trop, mais puisque ça fait quand même presque 4 millions de personnes. Mais ça montre quand même que la norme antiraciste est intégrée. Donc le racisme biologique est en perte de vitesse nette. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien, puisqu'il y a aussi un racisme subtil, des nouvelles formes, où on dit « non mais j'ai rien contre les musulmans, mais ils ont une culture qui est quand même un peu difficile, ça ne s'intègre pas, ça n'aime pas les femmes, enfin voilà, je n'ai rien contre les noirs, mais etc. » Et donc on arrive comme ça à quelque chose qui est un terreau très très important pour les discriminations.
Et les discriminations, je le rappelle au passage, il n'y a quasiment jamais de condamnation pénale pour les discriminations. En 2020, c'était 0, le chiffre de la justice. Alors, la CNCDH, depuis 1990, elle fait tous les ans une enquête pour vérifier l'état de la tolérance globale et minorité par minorité. Et après, elle décortique avec beaucoup de soin. C'est une étude qui est très onéreuse parce qu'elle est très solide, même si toutes les études, il faut faire attention, il y a des biais méthodologiques. Mais donc, cette étude montre qu'on a une évolution favorable de la tolérance. Donc, il y a un indice qui a été construit par Vincent Tiberi et l'étude est pilotée par Nona Mayer de Sciences Po et qui montre qu'on a une évolution favorable avec un indice de tolérance qui est de plus en plus élevé. Et on voit minorité par minorité que ça progresse aussi. Il reste quand même un racisme totalement banalisé, où c'est le dernier racisme acceptable, c'est le racisme anti-Rome. Mais sinon, pour le reste, on voit quand même des évolutions favorables. Et ça va un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut voir dans les urnes. Et c'est aussi parce que quand une société s'ouvre, la dynamique de la tolérance n'est pas la même que la dynamique des actes. Donc vous pouvez avoir une société qui s'ouvre, qui est de plus en plus tolérante, et avoir des poches de réaction extrêmement violentes, comme on a entendu dans le témoignage de Laureline sur Calac, où on voit que certaines personnes arrivent à se rendre très audibles parce qu'elles sont très agressives, elles vont très loin. Donc c'est inadmissible qu'il y ait un tel recul politique en fait. Mais donc on voit qu'il y a eu cette pression-là par des petits groupes peut-être de personnes, comme vous tout à l'heure, Yacine, vous disiez que c'était pas tout le monde qui était comme ça, pas une majorité, mais que ceux qui étaient comme ça étaient très très audibles. Donc, il ne faut pas lâcher sur la tolérance, il faut surtout remettre, et c'est ce que vous faites ce soir, les choses à leur place en rappelant l'importance de notre responsabilité collective dans le cadrage politique et médiatique des sujets. Et il faut voir qu'on a réussi à la CNCDH à objectiver quels sont les moyens de faire progresser cette tolérance. On sait que plus vous avez d'expériences transnationales, en gros, comme le dirait le slogan de la CIMAD, toucher l'étranger, c'est être touché par lui. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes en contact avec des gens qui sont différents de vous, et plus vous acceptez l'autre. On sait que le niveau de diplôme est un facteur favorable, mais on voit surtout cette responsabilité des élites dans la façon d'évoquer un certain nombre de problèmes. Et, pardon, je me permets juste de... C'est pas contre vous, Magali, hein, vraiment, mais le mot tolérance me tape sur les nerfs. Je ne veux pas être tolérée, les gars. Je veux être acceptée pour ce que je suis, avec toutes mes identités, et je pense que... Et je cite Thomas d'Assembourg qui forme les gens à la communication non violente, parce que les mots ont une importance. Et il faut bannir le mot tolérance, les gars. C'est plus possible. On peut pas, en fait. Personne dans cette salle, j'imagine, ne veut être toléré dans un endroit, en fait. Et voilà, j'ai pas envie de dire de gros mots. On passe à la télé. Mais voilà, c'est vraiment... changeons aussi, peut-être, les mots sont importants. Alors, je sais pas quel mot on peut dire à la place, mais... c'est tout. Et pour rebondir sur cette question des mots, et Magali, vous parliez des médias... Pour terminer cette première table ronde, on aimerait vous poser la question de savoir quel est votre regard sur l'espace médiatique aujourd'hui, les chaînes de Vincent Bolloré, les émissions de Cyril Hanouna, peut-être aussi y a-t-il des choses à dire sur le service public, mais les mots racistes, le grand remplacement pendant la campagne avait quand même table ouverte, voilà, sur nombre de plateaux télé. Comment vous avez regardé ça, subi ça, j'ai envie de dire, Yacine, par exemple? Alors, juste avant de répondre à votre question, je voulais juste aussi répondre à Magali. Au niveau de... On a parlé tout à l'heure, Jonas a parlé de traumatisme. Et c'est vrai que j'ai subi cette violence au niveau des biens et verbale assez tardivement, à l'aube de mes 40 ans, mais... Là où on n'en parle jamais, c'est que ce trauma, il existe et il est cultivé dès l'école, dès le petit étage. Et c'est, je pense, le travail nécessaire qui doit être fait commence là, parce qu'on n'y met pas les mots quand on est à l'école primaire ou au collège. Et par ma propre expérience, je me suis aperçu que tardivement, après avoir discuté avec Lou sur quelques anecdotes où, par exemple, mon instituteur de CE2
m'appelait jamais par mon prénom ni par mon nom de famille, mais me donnait le surnom de choucroute, lié avec ma chevelure que j'avais un peu décalée. Et s'il devait employer un prénom, adoptait le prénom Hyacinthe, qui était une francisation de mon prénom. Alors sur le coup, on ne s'en rend pas compte, en CE2, on ne voit pas le mal. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un vrai trauma. Vous savez, c'est comme les enfants, lorsqu'ils subissent des attouchements, et puis qu'ils se disent c'est normal, et c'est qu'après plusieurs années, se rendent compte qu'en fait, le geste était mal. Et je pense que c'est lié à ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que, par une deuxième anecdote que j'ai eue en 4e au collège, malheureusement, j'étais en voyage scolaire, en vacances d'été, mon pays d'origine, et on a loupé le ferry, et en fait, le prochain ferry est arrivé 10 jours après, donc je suis arrivé 10 jours en retard, et j'ai raté la rentrée scolaire. Et j'ai présenté mes excuses auprès du principal, qui m'a demandé de donner les explications à chaque professeur et d'intégrer les cours normalement. Mon professeur de maths m'avait répondu que l'école de la République n'est pas un moulin. On ne vient pas et on part quand on veut. Si ça se passe comme ça en Algérie, ça ne se passe pas comme ça en France. Cette phrase-là m'a interpellé et naturellement, ça a été un cataclysme sur le reste de l'année où j'ai été tellement exclu et je suis plongé dans un échec scolaire jusqu'à redoubler cette classe. Et de cette force-là, donc c'est à cause et grâce à ce genre de personnes-là où vous vous dites, du coup, comment vous allez répondre ensuite par la suite. Est-ce que il faut répondre par la violence? Non. Et ma seule et unique arme que j'avais, c'était de me dire, mais tu seras toujours considéré, entre guillemets, un étranger, que tu as beau changer ton prénom, que tu as beau... et je me rendais compte que finalement, l'étranger qui n'avait pas ses papiers était considéré comme un étranger. Un Français d'origine étrangère était considéré comme un étranger. Un étranger qui profitait des prestations sociales était un étranger. Et un Français qui avait réussi, un étranger qui avait réussi socialement était aussi considéré comme un étranger. Donc du coup, je me rends compte que voilà, vous avez beau avoir l'étiquette que vous voulez, au final, il est très difficile de modifier cette étiquette. Et j'en suis la preuve humaine. C'est que j'ai réussi mon parcours scolaire en intégrant des grandes écoles. J'ai créé mes propres entreprises. Je suis à la tête d'à peu près 150 salariés. Et vous avez aussi vos enfants qui sont scolarisés dans un lycée très prestigieux. C'est ça, sur la région parisienne. Et avec tout ça, malgré ça, aujourd'hui, quand on parlait par exemple de mes enfants qui sont en uniforme, et on ne fait pas du tout de différence socialement d'où ils proviennent, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, d'enfants d'immigrés, donc de petits-enfants d'immigrés, parfois, à l'école encore, on les identifie aux petits arabes. Et ça, je me dis, j'ai peur. Alors, j'ai bien entendu votre message d'espoir et j'espère que... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, voilà, nous, on était des enfants d'immigrés, donc nos parents, déjà, ne parlaient pas, étaient parfois illettrés, et ont eu une grosse difficulté à s'intégrer. Nous, les enfants, on était la conséquence, mais aujourd'hui, on était quand même français. On était nés en France, et là, aujourd'hui, on a nos propres enfants qui sont, pour le coup, vraiment français, et enfants, fils et filles de français, avec lesquels on les identifie encore à ces origines qui connaissent parfois très peu et sont plus à 99,9% français que autre chose. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse et je me disais que voilà, tout ça pour dire, c'est que je pense ce qui serait bien et
pour mettre effectivement en place, avant d'aller chercher à mettre en place plus de procédures et que la justice prévoit des actions par rapport à tous ces actes, je pense qu'au niveau de l'éducation, au niveau des écoles, qu'il est nécessaire, et je pense qu'il n'est pas suffisant, le travail qui est fait aujourd'hui, parce que tout commence dès l'école. J'en suis la preuve vivante. Merci Yacine, et je crains que cette table ronde soit déjà terminée. C'est à la fois passionnant et très frustrant. Merci vraiment à toutes et tous.